Je remercie toutes les personnes qui, au sein des associations, des corps constitués, des administrations en général, et bien évidemment tous les employés municipaux de la commune de Montauroux qui participent année après année au développement et au rayonnement de notre commune. Les élections d'un nouveau président et d'une nouvelle assemblée ont déjoué tous les pronostics. Emmanuel Macron a été élu sur un programme de rupture. Rupture avec les pratiques et les anciennes figures que nous avions l'habitude de côtoyer depuis plus de 30 ans. Rupture, nous a-t-il dit également, sur la manière de gouverner, sur les orientations politiques et surtout les orientations économiques, de façon à pouvoir sauver la France, engagée dans une spirale des déficits qui n'augure rien de bon pour l'avenir de notre pays. Je fais partie de ceux qui, à droite comme à gauche, on les appelle les constructifs, pense qu'il faut donner sa chance à ce jeune président et ce gouvernement. Avons-nous vraiment une autre alternative? Nous avons tous conscience que les politiques engagées ces dernières années, politiques souvent marquées par le clientélisme et ce que j'appellerais le bipartisme, ne menaient à rien. Nous avons tous conscience qu'effectivement, une rupture était nécessaire et nous, maires, conseillers municipaux, nous sommes dans l'attente de mesures concrètes qui nous permettront d'avoir une vision à moyen terme de ce que sera la France de demain, et notamment les perspectives de gestion et de développement possibles de nos communes. De l'ensemble des décisions qui ont été prises dès le lendemain des élections, nous ne pouvons pas être surpris de l'une d'entre elles tant elle a été médiatisée. Je parlerai de celle qui va considérablement modifier la gestion et la vie de la commune, la disparition progressive de la taxe d'habitation pour 80% des foyers fiscaux, et je viens même d'entendre sa disparition totale dans un avenir proche. Quel élu, quel maire, conscient des difficultés de ses administrés, pourrait s'élever contre une telle mesure tant elle est susceptible d'apporter un gain non négligeable de pouvoir d'achat à bon nombre de foyers fiscaux. Cette disparition devait être compensée à l'euro près par une dotation de l'État, ce qui ne devrait entraîner, je vais m'y retrouver, qui ne devrait, excusez-moi encore une fois, c'est l'émotion, entraîner aucun changement en ce qui concerne les recettes communales. Je me pose cependant la question, que deviendra cette compensation dans le temps? L'État nous a habitués depuis des décennies à reprendre d'une main ce qu'il nous avait donné de l'autre. La baisse constante depuis plusieurs années des dotations et la diminution année après année des subventions vont nous obliger à revoir toutes nos prévisions et donc nous ne nous y trompons pas, va nous forcer à revoir toute notre politique fiscale et nos projets de développement. La récente ponction dans les comptes de l'Agence de l'eau, avec pour conséquence dès 2017 une baisse des aides qui étaient d'ores et déjà notifiées pour les projets d'envergure et obligatoires comme par exemple la construction de notre nouvelle station d'épuration, nous laisse présager d'un avenir incertain. Et quid de l'augmentation de la population qui, en temps normal, majore mécaniquement les recettes de la commune par l'augmentation des assujettis à la taxe d'habitation. Une commune qui grandit, ce sont plus de crèches, plus d'écoles à construire, plus de personnes âgées à aider, plus d'associations à subventionner, tout ce qui représente l'essence même de la vie de nos villages, mais aussi l'essentiel de ces dépenses obligatoires. Que ferons-nous lorsque nous ne pourrons plus faire face? Une péréquation sera-t-elle effectuée ou en resterons-nous aux chiffres bruts de l'année de référence? Je rajouterai que l'État, non content de nous supprimer des recettes, n'hésite pas à nous rajouter des charges, comme la récente décision de transférer la gestion des PACS des préfectures vers les communes et qui entraîne inévitablement un surcroît de travail pour les agents, voire parfois une obligation de recruter un agent supplémentaire. Cette mesure annoncerait-elle également une reprise en main des finances des collectivités, un retour au centralisme parisien qui dorénavant déciderait de tout et tout seul, déciderait de l'avenir de nos territoires et du bien fondé de nos projets et de notre développement? Ou bien est-ce tout simplement le moyen le plus sûr d'asphyxier les communes et de les obliger à se regrouper au sein d'intercommunalités toujours plus grandes, seul échelon susceptible, comme le pensent nos édiles parisiens, d'être le moyen le plus sûr de faire des économies? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais encore faut-il le démontrer. Notre propre expérience au sein de la communauté de communes du Pays de Fayence nous apprend que l'intercommunalité ne se décrète pas,
elle se construit. Elle se construit par la volonté et l'engagement des élus, certes, mais aussi et surtout par la volonté de la population elle-même, à condition qu'elle y voit un intérêt évident. L'intercommunalité peut être très utile dans bon nombre de domaines, mais probablement pas dans tous. Et c'est pourquoi je plaide pour une intercommunalité d'action et de projet, plutôt qu'une administration supplémentaire sans objectif clair et précis. Les 9 communes du pays de Fayence ont la chance de former une intercommunalité à taille humaine, où chaque commune a un rôle et un poids important. Au sein de notre intercommunalité, nous devons travailler à préparer l'avenir du pays de Fayence en se posant simplement la question de savoir s'il est plus pertinent de mener un projet à l'échelle communale ou intercommunale. Plusieurs exemples doivent être relevés. La régie intercommunale de la collecte des déchets en est un vivant exemple. Grâce à mon collègue et ami Michel Tauzan, maire de Bagnols-en-Forêt, et en charge de ce domaine à l'intercommunalité, nous avons réussi à mettre en place une structure efficace qui nous a permis de remplacer de façon avantageuse l'entreprise privée qui avait auparavant la charge de ce même collecte pour une bonne partie du territoire. Tout n'est pas encore parfait, mais sachez que je considère cette mutualisation comme un franc succès, particulièrement sur le plan financier. Elle va également nous permettre de voir plus loin et d'atteindre un jour l'objectif d'une collecte sélective au plus près des habitants, seule garante d'une diminution significative des déchets. Cette mutualisation va nous permettre également de lancer le grand projet de la décharge de déchets ultime du Vallon des Pins à Bagnols-en-Forêt, qui nous permettra un jour de gérer l'ensemble de la filière et donc de diminuer le coût pour la collectivité et le contribuable, bien évidemment. Sur le plan de l'aménagement, le comité de pilotage du SCOT, que j'ai l'honneur de présider, a porté ce document capital pour notre avenir. Son approbation à l'unanimité du Conseil communautaire est une satisfaction pour tous ceux qui y sont impliqués, qu'ils soient élus ou issus de la société civile. L'aménagement ne s'arrête pas au SCOT, mais se poursuit avec le pilotage des contre-allées de la plaine qui, de la Colle-Noire à Tirbeuf, doit améliorer la circulation et les déplacements à une échelle de temps de 2 ou 3 ans. Sachez que Montauroux prend toute sa place dans ce projet capital pour notre économie et notre qualité de vie. Un autre exemple de mutualisation qui pourrait être très utile est celui des services eau et assainissement, qui devait être obligatoire en 2020, mais qui semble maintenant être devenu optionnel jusqu'en 2026. Cette mutualisation me paraît pouvoir être une bonne chose. D'abord parce que les investissements dans ce domaine sont hors de portée de nos petites communes. D'autre part, l'épisode de la rupture de canalisation E2S alimentant la presque totalité de la commune l'été dernier a démontré, si besoin en était, que d'une part, les réseaux avaient un grand besoin d'être renouvelés, mais également que si un maillage entre les différentes communes avait existé, maillage cher à mon collègue et ami Jean-Luc Fabre, maire de Fayence, il nous aurait permis de pallier immédiatement à cette situation. Je rappellerai également que la concession des sources de la Siagnole à la société E2S et qui concerne l'approvisionnement en eau de notre territoire en dehors de Tanauron arrive à échéance fin 2018 et qu'une décision devra rapidement être prise quant à son devenir, et ce, en collaboration avec le département du Var, propriétaire actuel de ces mêmes sources. La volonté de tous est de faire émerger une solution publique et locale, garante de la maîtrise des coûts, et pour que le pays de Fayence en général, et Mons en particulier, joue le plus grand rôle possible dans cet avenir. Tous ces sujets vont nous demander de faire des choix. Tâchons de ne pas nous tromper, quand il en va de notre responsabilité auprès de nos administrés, qui ne comprendraient pas que nous abandonnions ce qui fait l'originalité et la force de notre territoire, le maintien en quasi-régie de ces deux entités. Alors pour autant, transfert après transfert, que vont devenir les maires de nos communes? Comme se plaisait à le dire en 2013 mon ami Andreas Chieri, maire emblématique de Montsartou et que j'aime à citer régulièrement dans mes propos, ne restera-t-il bientôt plus aux maires que la responsabilité des lavoirs et des cimetières? Les communes sont-elles vouées à disparaître? Mes amis, je ne le crois pas. À nous de trouver le bon équilibre, de s'organiser ensemble, d'être créatifs et audacieux pour défendre et développer Montauroux et le pays de Fayence. Les esprits ne sont pas prêts à abandonner l'échelon qui a fait la France, la commune, car les communes, ce sont les fêtes patronales,
Ce sont les associations et leurs bénévoles, ce sont les clochers des églises et ce sont surtout les administrés qui les composent et qui s'identifient à elles. Les communes, ce sont aussi les soirées comme celle-ci. Elles participent au lien entre les populations, entre les générations, et elles cimentent le nécessaire besoin d'appartenance que tout le monde ressent en son fort intérieur. Il faudra, ce me semble, d'autres réformes, d'autres mesures et beaucoup de temps pour faire accepter leur disparition, si tel est le sens de l'histoire. Le discours des vœux est le moment privilégié pour présenter le travail effectué par nos services, les adjoints et les conseillers, et remercier tous les intervenants qui, tout au long de l'année, font vivre notre communauté et l'aident à se développer. Je voudrais tout d'abord remercier mon premier adjoint, Christian Théodose, pour son œil avisé dans ses domaines de prédilection et pour sa détermination à assurer la cohésion de notre équipe. Merci pour le suivi du parc locatif de la commune et pour ses commentaires et affirmations qui nous obligent à donner le meilleur de nous-mêmes à la réalisation de nos projets. Une fois n'est pas coutume, je débuterai ma traditionnelle revue des effectifs par la police municipale. Ce service comprend aujourd'hui 6 équivalents temps plein et demi, avec à sa tête Alex Mazy. Je tiens à rappeler leur disponibilité permanente au service de la population. Dotés de nouveaux outils que sont la vidéoprotection, nouvellement installée sur notre commune, de nouvelles armes plus perfectionnées, dotés également de nouvelles caméras piétons et enfin récemment équipés de radios intercommunales, radios qui relient désormais toutes les polices municipales et la gendarmerie. Notre PM a pu démontrer son efficacité en permettant notamment l'arrestation d'une des équipes de cambrioleurs qui sévissaient ces dernières semaines sur notre territoire et qui n'hésitaient pas à s'introduire dans les maisons la nuit en présence des propriétaires. Merci Alex, merci à toi, merci à ton équipe. Je voudrais profiter de cette cérémonie pour remercier également une autre personne et un autre service qui est devenu un élément majeur de la politique municipale. J'ai nommé Michel Dufour et toute son équipe du CCAS. Tout le monde connaît maintenant Michel, à Montauroux et ailleurs sur notre territoire. Logement et hébergement d'urgence, aide alimentaire, collaboration et gestion de la crèche municipale et de la crèche parentale des Estérés du Lac, accompagnement des personnes âgées, organisation des 2 repas annuels pour les anciens, et j'en passe. Inutile de vous dire que la tâche est immense. Les visites de Michel à la sous-préfecture sont si fréquentes qu'on ne lui demande même plus de justifier son identité à l'entrée. Alors Michel, je te promets, à la fin de notre mandat, tu auras le logement d'urgence qui te tient tant à cœur. Merci à toi et à toute ton équipe que tu animes avec autant de gentillesse et de professionnalisme. Je reviendrai sur le service de l'eau et de l'assainissement qui est donc susceptible d'être transféré à l'intercommunalité en 2020. Quel que soit l'avenir de cette mutualisation, nous avons poursuivi nos investissements dans ce domaine et cette année encore, 644 compteurs auront été changés, ce qui porte leur nombre à 1222 depuis 2014. Nous pourrons ainsi connaître avec plus de précision la consommation réelle de notre commune, les anciens ayant tendance à se bloquer ou bien à être le siège de fuite. Cela va nous permettre également d'assumer nos engagements vis-à-vis de l'agence de l'eau, dont dépendent, pour l'instant encore, les subventions nécessaires à nos investissements en ce domaine. Nous sommes également en finalisation d'un dossier majeur pour la commune, la refonte et la construction d'un réseau de tout à l'égo au quartier du Puy et au boulevard du Belvédère. Cet investissement de 750 000 € réparti entre le budget de la commune et le budget de l'eau nous permettra de raccorder différents lotissements en cours de finalisation dans ce quartier et justifier, si besoin en été, la construction de notre nouvelle station d'épuration Calian-Montauroux, mise en service en mars dernier. Il nous permettra également de refaire une partie de la voirie de cette importante artère de la commune. En cours également un autre chantier important pour le quartier des Estérés du Lac, la réfection de la station d'épuration, chantier qui aurait dû débuter il y a 2 ans déjà et qui aura pris de retard pour des raisons réglementaires. Nombre de travaux auront encore été réalisés cette année, en particulier tout ce qui concerne la protection contre les incendies, le réseau pluvial et le maillage de notre propre réseau.
Je salue Philippe Durand-Terrasson et tout son service pour leur investissement, en particulier les agents qui interviennent au pied levé, notamment les week-ends, lors des nombreuses fuites auxquelles notre réseau a été régulièrement confronté cette année en raison de la sécheresse. Pas plus tard que dimanche dernier, 31 décembre, une importante fuite se déclarait chemin de Bigarel, nous imposant de couper l'eau pour une bonne partie du village. Je remercie l'équipe Martinez-Marchand, et 3e, sous la direction de Pascal Ménagy, un 4e, d'avoir interrompu leurs vacances ou leur week-end pour venir faire une réparation d'urgence, un jour aussi important de l'année. Côté festivités, nous aurons commencé l'année par le carnaval, suivi de la fête des Saintes, de la fête de la musique, le 14 juillet avec son traditionnel feu d'artifice, tiré dorénavant de la chapelle Saint-Barthélemy, et qui donne une ambiance toute particulière à cet événement. Nous avons poursuivi l'été par le festival de guitare, au cours duquel nous aurons reçu, entre autres, 2 pointures de cet instrument. Pour la guitare classique, Valérie Duchâteau, élève de Alexandre Alagoya, et pour la guitare électrique, Michael Jones, ex-compère de Jean-Jacques Goldman. Ces concerts gratuits auront réuni quelques 3000 personnes sur une durée de 4 jours et ont été intégralement financés par la commune. La Saint-Barthélemy nous aura réunis comme à l'accoutumée en cette fin du mois d'août et nous aurons une fois de plus brûlé l'effigie du duc d'Épernon. Le ciné-festival aura occupé une petite semaine du mois de novembre. Né à Montauroux en 2002, cet événement culturel majeur, désormais intercommunal, nous aura permis d'accueillir des invités prestigieux, comme le comédien et réalisateur Mathieu Amalric et nos amis Roland Romanelli et Rebecca May. Le public aura une fois de plus été au rendez-vous, avec au programme une sélection riche et éclectique pour le plus grand plaisir des cinéphiles. Nous aurons fini en beauté pendant les vacances de Noël avec notre désormais traditionnelle patinoire. L'année aura été également ponctuée de bon nombre de manifestations, comme les lotos, la soupe aux pistou, la sardinade et j'en passe. Manifestations organisées par le comité des fêtes et sa présidente Nadia Mangino et toute son équipe. Tous les ans, lors de l'élaboration du budget, la même question se pose. Pourrons-nous faire la même chose l'année prochaine? Rien ne nous dit que les futures évolutions mentionnées auparavant nous permettront de poursuivre dans cette voie. En tout cas, c'est l'objectif que nous nous fixons avec Marie-Josée Judicelli et son équipe pour le bien de tous, pour le bien du village et de ses commerçants, et pour le centre-bourg, et pour que le centre-bourg continue à vivre et se développer. Côté école, après un débat entre les parents, les enseignants et la mairie, nous avons pris la décision de demander une dérogation afin de revenir à une organisation plus traditionnelle. Nous sommes donc repassés cette année à la semaine de 4 jours. La réforme des rythmes scolaires nous est apparue comme très mal préparée. Après 3 ans d'organisation, l'objectif initial de réduire la fatigue des enfants n'était pas atteint. Ce retour en arrière a donc la vertu de permettre aux enfants, notamment les plus petits, d'avoir un jour de repos au milieu de la semaine, comme cela avait déjà été réclamé dans les années 90 par notre commune au sein du contrat éducatif local. Le constat est toujours le même. Tenir compte du rythme et de la fatigue des enfants, tout en leur permettant de bénéficier de l'importante offre associative et culturelle de notre territoire. Le service scolaire va avoir dorénavant un chauffeur de bus, en la personne de Stéphane Glé, qui a bien voulu s'investir 3 mois dans une formation qui permettra à ce jeune directeur de centre aéré de conduire lui-même les enfants de ces groupes sur les lieux des activités. Je tiens d'ailleurs à féliciter Stéphane, qui vient juste de réussir son examen. Alors que la commune continue à se développer, les effectifs de l'école primaire sont curieusement en baisse. Après la fermeture d'une classe en maternelle l'année dernière, il n'est pas certain qu'un même sort ne sera pas réservé à l'école Marcel Pagnol lors de la prochaine rentrée. Cette tendance sera-t-elle durable? Signifie-t-elle qu'il va falloir revoir notre analyse des évolutions des populations? L'avenir nous le dira certainement. Nous avons profité également de l'été pour faire des travaux conséquents sur lesquels je reviendrai plus loin. Enfin, l'année 2018 sera celle du changement de toutes les menuiseries des écoles Marcel Pagnol et des Cerisiers. Ce projet complexe, qui alliera confort et sécurité pour les enfants et les équipes éducatives,
mis à l'étude depuis maintenant 2 ans, va trouver son issue cette année avec des mises en chantier successives à chaque vacances scolaire. Je remercie Laurent Durand et toute son équipe et tout son service pour leur implication au service des enfants et de leurs familles. Notre service de l'urbanisme n'aura pas chômé cette année. Nous aurons adopté notre PLU en avril dernier. Et je tiens à remercier chaleureusement mon adjoint Robert Cecchinato et toute son équipe, Julien Bertrand à la tête de notre bureau d'études et évidemment Nathalie Beaujoin, chef du service urbanisme de la communauté de communes, pour l'excellence de leur travail et de leur collaboration. Ce PLU aura été un moment essentiel de notre mandat. Le document que nous avons voté nous aura permis, comme nous l'avions proposé lors de la campagne électorale, d'aboutir à un document équilibré qui permettra dans l'avenir de préserver les terres agricoles et les espaces naturels. Plus de 250 hectares d'anciennes zones NB auront été rendus. Le rythme de croissance de 4% par an en termes d'augmentation de population ne pouvait pas se poursuivre, d'autant qu'un autre élément majeur va dorénavant nous freiner dans notre développement, la ressource en eau qui, nous le savons, va se raréfier, limitant d'autant nos possibilités de croissance. Ce facteur devra être pris en compte en permanence avant toute décision d'ouverture nouvelle à l'urbanisation. Dans l'immédiat, ce PLU ne produira réellement ses effets que dans quelques années, compte tenu du très grand nombre de permis de construire qui ont été déposés par les propriétaires dont les terrains changeaient de destination. Nous nous serons également battus en permanence contre les incivilités, les aménagements illicites ou les malversations en tout genre, et contre lesquels nous sommes souvent démunis et réduits à engager des procédures judiciaires et administratives trop souvent longues à se mettre en place et à aboutir. Le service des finances aura accueilli cette année un nouveau responsable en la personne de M. Franck Jassica qui vient compléter l'équipe du service comptabilité afin d'affiner notre comptabilité analytique en collaboration avec mon adjointe Aurore Stewart. Cette démarche est pour moi le seul moyen de contrôler au plus près les permanentes évolutions et ajuster en temps réel les dépenses aux recettes. Je rêve du jour où nous pourrons connaître le coût exact d'un enfant scolarisé ou celui du débroussaillement. Seule façon de pouvoir prendre des décisions budgétaires et de faire des choix utiles. Une cérémonie des vœux ne serait rien sans l'évocation des travaux effectués tout au long de l'année. Tout d'abord, les importantes améliorations à l'école Marcel Pagnol, avec notamment la réfection de la voirie et la création de ralentisseurs, la pose de mobilier urbain, la création d'une rampe d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite et l'adaptation des locaux aux enfants malvoyants. Nous aurons également repris tous les trottoirs de l'avenue Poc et là aussi faciliter l'accès au bureau postal. Nous avons repris toute la voirie et le pluvial de l'impasse des bassins de la gare. Le chemin des vignes aura été entièrement traité à la grande satisfaction des habitants qui attendaient ce chantier depuis de nombreuses années, et ce grâce à la collaboration de la commune de Calian dont dépend une partie de cette rue. Nous aurons paysagé le rond-point de la Barrière dans le même esprit que celui de la Colle Noire. L'hôtel de ville aura lui aussi eu son lot d'améliorations, avec notamment la création d'un sas d'entrée au niveau du hall pour plus de sécurité, la restructuration du bureau de l'accueil avec création d'un nouvel espace pour le service de l'eau et l'assainissement, permettant une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Nous aurons également refait les 2 aires de jeux d'enfants, celle du parking de la Fontaine ainsi que celle du quartier des Estérés du Lac. Les services techniques auront construit un local de rangement des accessoires dans la cour de l'école des Cerisiers et nous en aurons profité pour refaire le revêtement de la cour. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous aurons, comme promis, commencé à installer la vidéoprotection dans une bonne partie de la commune, au cours d'une première phase de déploiement qui d'ores et déjà a montré son efficacité. Une deuxième phase d'équipement interviendra en 2018. Une grande partie de ces travaux a été effectuée en régie municipale et, à ce titre, je tiens à remercier pour leur implication et leur efficacité Jean-Antoine Bottero, adjoint aux travaux, secondé par Christian Coulon et Jean-Yves Coitalem, et bien sûr tout le service technique avec à sa tête Pascal Ménagy. Je voudrais maintenant remercier tous les pompiers volontaires et leur chef de corps, le capitaine Christian Bottero,
Pompiers volontaires qui ont été particulièrement sollicités et mis à l'épreuve en 2017 sur notre territoire, mais aussi en renfort sur les territoires voisins, chaque fois que cela a été nécessaire. J'en profite pour remercier toutes les associations qui œuvrent tout au long de l'année pour faire vivre notre village, avec une mention particulière pour notre comité des fêtes et qui très souvent nous aident dans nos différentes manifestations officielles. Sans elles, notre commune ne pourrait pas être ce qu'elle est. Une commune animée, jeune et dynamique, où il fait bon vivre. En ce qui concerne le Téléthon, il aura une fois de plus réuni les associations et les bénévoles pour une cause ô combien emblématique, celle des enfants les plus en difficulté. Je remercie donc l'association Les Poons, le Club de l'Amitié, la Maison pour tous, le Comité des Fêtes, Lucienne Rostagno et sa fille Michel, ainsi que la nouvelle association Montauroux on l'aime, Marie-Hélène Simon et bien évidemment, encore une fois, les services techniques et les élus qui ont contribué en cette froide journée à recueillir 2436 €. Une mention particulière ce soir pour la maison Christian Dior et son représentant sur notre commune dans la personne de Guillaume Garcia Moreau parmi nous ce soir. Nous avons établi un partenariat constructif avec cette entreprise qui nous a permis d'installer dans le hall de l'hôtel de ville cette magnifique robe de mariée que vous avez vue précédemment, don de Madame Carla Mar à notre association du patrimoine La Serpe, dirigée par mon ami Claude Bernard, et qui nous l'a ensuite légué. Je vous engage à venir admirer ce beau symbole du savoir-faire de Christian Dior lui-même. Cette même société va financer l'installation d'une plantation d'oliviers au carrefour de la Colle Noire, plantation qui ne manquera pas de mettre en valeur l'accueil des visiteurs et des touristes à l'entrée de notre territoire. Nous le savons tous, nos petites communes sont menacées par la disparition progressive des commerces de centre-ville. La décision unilatérale de l'entreprise La Poste de condamner à terme le bureau postal du centre-bourg, malgré toutes les assurances qui nous avaient été données au début de notre mandat, ne nous a pas laissé d'autre choix que de lancer une pétition. Je vous engage, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à la signer à l'issue de cette cérémonie des vœux ou bien directement en mairie. Je salue l'arrivée de Madame et Monsieur Vendriès Afonso, qui ont décidé de relever le défi de reprendre la supérette à la place du Clos. J'encourage tous les habitants de la commune et d'ailleurs de rendre visite à cette courageuse famille qui d'ores et déjà ouvre tous les jours de la semaine, y compris le dimanche toute la journée, ce qui peut rendre service à bon nombre de foyers de notre territoire tout entier. Cette réouverture vient compléter l'installation d'une pizzeria, d'un magasin de vêtements hommes en complément du magasin de vêtements femmes déjà installé, d'un tapissier et d'un potier. Venons-en aux perspectives pour 2018. Elles s'inscrivent dans le cadre de notre programme électoral de mars 2014. Au titre des investissements importants, la réfection complète et la création d'un réseau de tout à l'égout au boulevard du Belvédère, déjà mentionné, la réfection de l'immeuble avenue Georges Lacombe, la réhabilitation de l'aire Saint-Barthélemy, qui devrait s'inscrire dans l'année européenne du patrimoine culturel, et enfin le changement de toutes les menuiseries de l'école Marcel Pagnol, comme je l'ai dit effectivement également. Avec la communauté de communes, notre attention portera sur le démarrage du projet de lycée pour respecter l'échéance de septembre 2021 pour son ouverture et sur la réalisation du rond-point de Fondurane. Outre les remerciements que j'ai déjà adressés, je ne voudrais pas oublier l'ensemble des élus communaux, ceux de l'intercommunalité, les entreprises qui sont intervenues sur la commune et celles qui nous aident tout au long de l'année à différents titres, notamment en ce qui concerne la parution du journal municipal ou le financement de notre minibus, et toutes celles qui participent au dynamisme économique de Montauroux. Mes remerciements vont également vers les services de l'État, en particulier M. Philippe Portal, sous-préfet de Draguignan, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être parmi nous ce soir. Et également, je voudrais remercier Eric Fruleux, capitaine en charge de la gendarmerie du pays de Fayence, en contact permanent avec notre police municipale, dans la difficile mission d'assurer la sécurité de nos administrés. Je n'oublierai pas non plus Christian Godet, correspondant Var Matin, omniprésent lors de nos manifestations et pour la qualité de ses articles. Et puis, et la liste serait trop longue à énumérer, l'ensemble des bénévoles qui s'impliquent tout au long de l'année
pour le rayonnement de la commune. Je citerai en particulier 2 amis qui me sont chers, Patrick Damoulakis pour son énergie et son imagination, et Philippe Vizier pour son expérience et sa présence rassurante à mes côtés. J'appelle maintenant l'ensemble de mon conseil municipal, qui a pu venir ce soir, à venir me rejoindre.